Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur une offre assez particulière proposée par une institution qu'on connaît bien, le stockage de lingots à la Royal Mint. On s'appuie sur leur propre documentation, le document stockage de lingots à la Royal Mint. Alors, pour cadrer un peu, quand on achète des métaux précieux, or, argent, ce genre de choses, chez eux, eh bien, ils proposent de les garder pour nous dans leur coffre-fort sécurisé qu'ils appellent de Vault. L'idée aujourd'hui, c'est simple. On va décortiquer ce service. Comment ça marche vraiment? C'est quoi les avantages? Les limites aussi, parce qu'il y en a. Et finalement, est-ce que c'est fait pour tout le monde? Allez, on regarde ça de près. C'est intéressant comme démarche, venant d'une monnaie nationale. Proposer du stockage comme ça, intégré, ça va plus loin que juste vendre du métal. Ça sonne très sécurité, très sérieux, institutionnel, quoi. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'il y a de si spécifique dans cette offre, comment ça fonctionne sous le capot, et qu'est-ce que ça implique vraiment pour l'investisseur? Justement, allons-y. Commençons par les points forts qu'ils mettent en avant. Le premier, et c'est pas rien, c'est la liquidité. Ils insistent là-dessus. On peut revendre ces lingots stockés direct à la Royal Mint quasi instantanément. 24h24, 7 jours 7. Ça a l'air d'être un gros plus, non? Ah oui, absolument. La revente immédiate, c'est un atout majeur. Ça donne une réactivité au marché qui est très attractive. Pouvoir vendre son métal comme ça à tout moment, en quelques clics, sans attendre un transport ou une expertise externe, c'est une fluidité énorme. Ça rend presque le métal stocké là-bas aussi facile à vendre qu'une action en termes de rapidité de transaction. Et ils ajoutent une précision sur le prix de rachat. Il serait, je cite, inférieur à celui d'une livraison. Formulation un peu énigmatique. Comment on décode ça? Oui, c'est vrai que la formulation exacte est un peu floue. On peut imaginer deux choses. Soit ça veut dire que les frais de rachat, la commission que prend la Mint, est plus basse si le métal est déjà chez eux, comparé à s'ils rachetaient du métal qui vient de l'extérieur. Ou alors, peut-être plus simplement, ça signifie qu'en vendant depuis The Vault, on économise les frais qu'on aurait eus pour une livraison initiale, si on avait choisi de se faire livrer au départ. Transport, assurance, tout ça. Comme le métal n'a jamais quitté leur site, ces frais-là, on les a pas eus. La source ne tranche pas vraiment. C'est un point où, franchement, il faudrait demander des chiffres précis. L'ambiguïté, c'est déjà une info en soi sur leur doc. D'accord, nuance importante effectivement. Les autres avantages qu'ils citent, l'assurance, elle est incluse pour ce qui est stocké, et bien sûr la sécurité physique. Gardiennage H24, 7 jours sur 7, dans un centre dédié sur leur site hyper sécurisé au sud du pays de Galles. Ben oui, l'assurance et la sécurité physique, c'est la base, surtout pour des métaux précieux. Le stockage sécurisé, c'est pas juste un petit plus, c'est carrément une partie de l'investissement. Ce qui est assez fascinant, c'est de voir comment une institution comme la Royal Mint intègre toute cette logistique complexe, la sécurité de pointe, directement dans l'offre d'investissement. C'est plus seulement acheter de l'or, c'est acheter de l'or et on s'occupe de le garder en sécurité maximale pour vous avec assurance. Un package clé en main, quoi. Clairement pour rassurer. Une tranquillité d'esprit, qui vient avec une contrepartie, une contrainte assez majeure, que la documentation met bien en évidence. Ça concerne la livraison physique. On peut demander à se faire livrer ce qu'on a dans The Vault, à tout moment. Ça, ok. Par contre, et là c'est le point crucial, une fois qu'un article, un lingot par exemple, a été livré physiquement sorti du coffre, il ne peut plus jamais y retourner. Jamais. C'est une porte à sens unique pour ce service The Vault. Ah oui, cette règle du non-retour, elle est absolument centrale et elle en dit long sur le fonctionnement interne de The Vault, je pense. Pourquoi être si strict? L'explication la plus logique, c'est pour garantir à 100% l'intégrité de ce qu'ils ont en stock. Dès qu'un lingot sort de leur environnement ultra contrôlé, ils ne peuvent plus jurer qu'il n'a pas été altéré ou remplacé s'il revenait de l'extérieur. Pour maintenir la confiance dans tout le stock de The Vault, ils ont dû choisir ce qui sort reste dehors. Ça suggère que l'intégrité du système global passe avant la flexibilité pour un objet individuel une fois qu'il est sorti de ce système. Donc pour l'investisseur, ça impose un choix assez fort en fait. C'est soit on garde l'option de revente facile et la sécurité là-bas, soit on prend son métal chez soi ou ailleurs, mais on perd définitivement l'accès à ce circuit de revente rapide et à la sécurité intégrée. Exactement, c'est ça le choix stratégique. D'un côté, la commodité maximale, la liquidité via la plateforme de la Mint et la sécurité qu'on délègue.
De l'autre, la possession physique, le contrôle total, mais on dit adieu aux avantages spécifiques de The Vault. Revente instantanée, assurance incluse, c'est fini. Il faut choisir, en gros, entre une propriété optimisée pour la transaction facile et une propriété optimisée pour la détention physique personnelle. Deux philosophies. Et pour ceux qui voudraient justement un peu plus de souplesse, pouvoir retirer et peut-être retourner leurs biens, la doc mentionne une autre possibilité. Utiliser leur coffre-fort, les fameux Safe Deposit Boxes en anglais. Le document n'est pas très bavard sur le fonctionnement de ces coffres individuels. Il dit juste que c'est une approche différente, notamment sur cette question du retour possible après un retrait. Ça laisse entendre que c'est un service distinct avec d'autres règles. On peut imaginer assez facilement la différence fondamentale. The Vault, ça ressemble fort à un stockage centralisé, peut-être même non alloué, vous savez, où on détient une part d'un stock global plutôt qu'une barre précise avec un numéro. Ou en tout cas un stockage agrégé. C'est optimisé pour la sécurité de masse et les transactions internes faciles. D'où l'inaccessibilité physique pour les clients. Comme le dit la source, on ne visite pas The Vault. Alors que les coffres-forts individuels, ça serait plus comme louer un casier sécurisé chez eux, où le client dépose et retire ses objets précis, identifiés, séparés du reste. La responsabilité, l'accès, même contrôlé, serait lié au locataire du coffre. Ça expliquerait pourquoi on pourrait retirer et redéposer. C'est vraiment deux logiques différentes. Une mutualisée pour la transaction, l'autre privée pour l'accès personnel. C'est plus clair comme ça. Surtout quand on regarde la liste des produits qui, eux, n'ont pas le choix. Ils sont obligatoirement dans The Vault, exclusivement, et sans aucune possibilité de livraison physique. Là-dessus, la documentation est formelle. Quels sont ces produits? Alors, l'or numérique, Digital Gold, l'argent numérique, Digital Silver, le platinum numérique, Digital Platinum, et une catégorie un peu plus vague, les petits trésors, Little Treasures. Pour tout ça, c'est The Vault uniquement et jamais de livraison. L'existence de ces produits numériques, ça renforce l'idée du stockage non alloué ou du moins d'une créance sur du métal. Si on achète une part d'un stock global géré électroniquement, c'est logique qu'on ne puisse pas se la faire livrer physiquement. Comment on livrerait votre morceau d'un lingot collectif? Ce n'est pas prévu pour. On achète une exposition au cours du métal gérée par la Mint. Pour les petits trésors, alors là, sans plus de détails dans la source, on est dans la spéculation. Qu'est-ce que c'est? Des toutes petites fractions de métal? Des pièces de collection particulières gérées comme des actifs numériques pour simplifier? Autre chose, le fait qu'ils soient traités comme les produits numériques est intéressant. Ça suggère une nature ou une gestion similaire. Que la doc ne définisse pas mieux, c'est un point noté. Soit c'est évident pour leur public cible, soit ça manque un peu de clarté. Tout ça nous ramène à la sécurité. La doc insiste lourdement. Niveau de sécurité exceptionnel, The Vault, inaccessible aux clients. C'est un argument de vente majeur, cette image de coffre-fort imprenable. Mais cette inaccessibilité, c'est aussi ça, le compromis, non? C'est exactement ça. On est au cœur du compromis de ce genre de service. D'un côté, on vous propose sans doute un des niveaux de sécurité les plus élevés possibles, géré par une institution de confiance top niveau. Mais le prix à payer pour cette sécurité maximale, c'est l'absence totale d'accès physique pour vous, le propriétaire. Il faut accepter de déléguer complètement la garde, faire confiance au système, aux rapports qu'ils envoient. De l'autre côté, il y a cet attachement très fort pour beaucoup d'investisseurs en métaux précieux à la dimension physique, tangible, le fait de pouvoir, au moins en théorie, voir, toucher son or, son argent. De Volt fait un choix très net, la sécurité avant l'accès. C'est une offre qui va plaire à ceux pour qui la sécurité déléguée et la facilité de transaction sont vraiment les priorités absolues. Bon, si on essaye de résumer les points clés de tout ça. Le service The Vault de la Royal Mint, c'est donc une solution de stockage présentée comme hyper sécurisée, assurée, avec un gros avantage, la liquidité, la revente facile 24/7 sur leur plateforme. Mais, attention, il y a des règles importantes à comprendre. Surtout cette règle du non-retour après livraison physique. Ça oblige à choisir stockage chez eux pour la facilité ou possession physique définitive. Et puis il y a ces produits, numériques ou les petits trésors, qui eux sont carrément captifs du système, sans option de sortie physique. Au final, c'est pour qui The Vault? Le client idéal, c'est sans doute quelqu'un qui cherche avant tout la sécurité maximale d'une grande institution et la super commodité pour acheter et vendre. Quelqu'un qui voit les métaux précieux comme un actif financier à gérer facilement,
peut-être pour faire des allers-retours selon le marché, et pour qui la possession physique, ce n'est pas le plus important. Voire c'est une contrainte dont il est content de se débarrasser, stockage perso, assurance à gérer. Cette personne accepte l'idée d'une propriété à distance, gérée par un tiers de confiance, pour avoir ces avantages-là. À l'inverse, l'investisseur plus classique, attaché au fait de tenir son métal, ou celui qui veut pouvoir bouger ses actifs comme il veut ou les transmettre physiquement, il va trouver ce système trop rigide, même si la sécurité et la liquidité interne sont bonnes. Ça montre bien ce choix moderne entre l'efficacité un peu dématérialisée et la possession tangible, historique. Et ça m'amène à une dernière pensée, une question qui reste en suspens peut-être. Dans un système comme The Vault, où le client n'a aucun accès physique, où certains actifs ne peuvent même pas être livrés, comment on construit et on maintient la confiance? La confiance que le métal est bien là, en quantité exacte, au-delà des audits externes, on imagine qu'il y en a, mais notre source n'en parle pas, et de la réputation de la Royal Mint, bien sûr. Qu'est-ce que ça implique, au fond, cette séparation physique radicale entre le propriétaire et son bien? Surtout pour les métaux précieux qui sont si liés psychologiquement à l'idée de posséder quelque chose de concret, de tenir son patrimoine. Comment on gère la confiance dans l'immatériel quand cet immatériel représente justement le tangible par excellence? C'est une vraie question, je trouve.